Donc cette présentation est issue d'une recherche effectuée dans le cadre d'une thèse qui a été soutenue en 2020 et qui a été encadrée par Pierre Falzon et Christine Vidal-Gomel. Donc le travail s'inscrit au carrefour de 3 disciplines, l'ergonomie, les sciences de l'éducation et les sciences infirmières. Et cette recherche a un double objectif, en fait, la conceptualisation du soin de manutention raisonnée qui vise l'émancipation du professionnel et l'autonomie, le bien-être du bénéficiaire. Et le deuxième objectif de cette recherche, c'était la conception, l'évaluation d'une formation qui vise le développement des compétences en situation. Alors, le début de l'aventure, je vais commencer par « Il était une fois », une grande expérience de soins, enfin une longue expérience d'infirmière soignante, pas loin de 30 ans, avant une addiction importante à l'ergonomie au CNAM. Alors, durant l'expérience d'infirmière soignante, j'ai eu quelques étonnements. Les difficultés récurrentes des soignants. Alors, le terme soignant recoupe essentiellement les infirmières et les aides-soignantes dans ma présentation. Donc, ces difficultés récurrentes lors des mobilisations de patients et l'existence de pratiques délétères pour le patient et pour le soignant. Donc là, on parle de TMS, des pratiques qui sont transmises sur le terrain, qui font partie du quotidien des soignants, et aussi des pratiques que j'appelle sclérosantes, qui, elles, sont plus issues de formations, que je vais dire classiques. Quelques évidences. Les formations classiques laissent parfois les soignants sans solution face à certaines situations de manutention. Et la manutention de personnes est avant tout un soin. C'est du domaine de l'expertise des soignants, qui relève du rôle propre qui est prévu dans le Code de la santé publique, oui. Et c'est une activité de collaboration, de co-conception entre professionnels, un ou des professionnels et un bénéficiaire. Et pour moi, la manutention de personnes, c'est avant tout ça. Donc, la question que je me suis posée, c'est comment mettre au cœur d'une formation les préoccupations, les problèmes des apprenants pour leur permettre de construire une solution adaptée en situation. Et de là, en fait, est né un dispositif de formation qui a fait l'objet, en fait, de cette thèse. Donc, le dispositif de formation, je vais vous le présenter, je vous donnerai quelques exemples. Donc, il comporte 2 phases. La première phase, c'est la phase initiale qui, en fait, concerne la découverte du soin de manutention raisonné par les apprenants. Il s'agit, durant cette formation, cette phase initiale, de faire émerger des savoirs incorporés chez les apprenants par rapport au déplacement naturel. Il s'agit de faire discuter la notion de capacité, qu'elle soit physique, cognitive, mais capacité autant chez le patient, chez le bénéficiaire, que chez les apprenants, que chez les soignants. Il s'agit de mettre en débat certaines pratiques sur la base des nouveaux savoirs qui sont proposés lors de cette première journée, puisque cette phase initiale dure 1 journée. La deuxième phase du dispositif, c'est la phase d'expérimentation. Et là, les apprenants vont expérimenter les principes du soin de manutention raisonné en utilisant, en fait, comme outil pédagogique la simulation. Et l'utilisation de la simulation comme outil pédagogique est un des résultats d'un master recherche qui s'est déroulé quelques années avant. Donc, au cours de la thèse, la phase d'expérimentation a connu une évolution. Dans un premier temps, elle était très classique, cette utilisation de la simulation. Dans sa première version, en fait, la formatrice, c'est-à-dire moi, proposait des scénarios sur la base de l'activité, de ce que je connaissais de l'activité réelle. Je proposais cette formation et une partie des apprenants de la session m'aidaient, collaboraient en fait à la mise en scène pendant que leurs collègues étaient dans le couloir et attendaient de pouvoir jouer la simulation. Une fois que la mise en scène était faite, ces personnes qui avaient collaboré à la mise en scène se retrouvaient en situation de public. Les acteurs jouaient la simulation et après, c'était un debriefing classique. Ce qui est ressorti de cette première expérimentation, c'est qu'il y avait une implication très forte des apprenants dans la conception
la mise en scène du scénario. Ce qui a donné l'idée, en fait, de faire une deuxième version. Et dans cette deuxième version, la conception des scénarios était le travail, en fait, des apprenants. Donc, les apprenants étaient partagés en deux équipes. Chaque équipe devait élaborer, concevoir un scénario, devait le tester. Donc, il y avait des allers-retours entre le test du scénario, la situation, pour la conception de la situation, oui. Et une fois que la solution était validée collectivement, qu'elle était stabilisée, on passait en fait au jeu. Donc je vous expliquerai après. Donc, il y avait un certain nombre de consignes pour la conception du scénario, parce que c'est impossible de demander de concevoir un scénario sans un minimum de consignes. Donc il fallait que les apprenants se saisissent d'une situation de manutention imaginaire, qu'elle soit possible à simuler dans le contexte, avec le matériel qu'on avait à disposition, qu'elle soit cohérente et qu'elle fasse sens pour des soignants, et qu'elle intègre les principes du déplacement naturel, la mobilisation des capacités des personnes, la préservation de l'autonomie, en fait tout ce qui faisait partie de ce qui a été vu lors de la phase initiale. Et bien sûr que la situation proposée, la solution proposée préserve la santé et l'intégrité des personnes. Pour pouvoir concevoir ce scénario, les apprenants avaient disposition en fait une trame qu'ils complétaient pour avoir l'ensemble des éléments. Une fois la solution validée, on passait à l'étape de simulation filmée. Donc chaque équipe, alors le scénario de l'équipe 1 sera joué dans un premier temps par l'équipe 2 qui découvre le scénario. Puis le scénario sera joué par les concepteurs où ils vont proposer en fait la solution qui a été validée collectivement. Et ensuite, ce sera la seconde équipe qui présentera son scénario, qui fera jouer son scénario par l'autre équipe, et ainsi de suite. Et on arrivera en fait au débriefing, étape tout à fait classique des simulations. Donc, deux sources de données ont alimenté en fait la thèse, les trames complétées par les apprenants et la transcription des enregistrements audio et vidéo durant les phases de conception et de test, de simulation et de rejeu. Oui, ce que je ne vous ai pas dit, ce que j'ai oublié de vous dire, quand l'équipe conceptrice joue son scénario en public, en fait, ça portera le nom de rejeu. Et ensuite, donc, le débriefing qui est également filmé. Concernant les données, elles représentent, exploitées dans la thèse, il y a eu 6 sessions. 68 participants ont intégré cette recherche. 19 professionnels, 15 soignants d'une clinique, 4 d'une autre, 49 élèves aides-soignants de 2 IFAS différents, en sachant que pour ces élèves, l'épreuve, la deuxième phase de la simulation se déroulait 4 à 6 semaines, après 4 ou 6 stages de 4 semaines, voilà, durant leur cursus. Alors, ce qui est intéressant, c'est les thèmes qui ont été choisis. On s'aperçoit que les 3 thèmes qui ont été privilégiés sont le rehaussement, la chute, le transfert. On s'aperçoit d'une divergence, en fait, une différence entre les choix faits en formation continue et en formation initiale. Le choix qui a été fait majoritairement en formation continue, c'est la chute, et en formation initiale, c'est plutôt les rehaussements, les transferts, pardon. Alors, on s'aperçoit que les apprenants choisissent des situations qui sont subjectivement complexes et qui sont au cœur de leur activité. On viendra après, éventuellement, si vous avez des questions, parce que je m'aperçois que le temps passe très vite. Donc, je vais vous donner un exemple d'exploration de l'espace problème lors de la phase de test du scénario. Donc là, il s'agit, les apprenants ont choisi un thème, une patiente a bénéficié d'une coronarographie le jour... et elle a glissé au fond de son lit. Il s'agit de la remettre, de la rehausser dans son lit pour l'installer correctement. C'est une situation classique. Et l'objectif du groupe, c'est de trouver une solution pour que la patiente se rehausse seule. Donc là, la patiente, en plus, elle a une paralysie au niveau du membre inférieur gauche. Elle a un point de ponction au niveau fémoral à droite, un point de ponction artérielle au niveau radial à droite. Donc, en résumé, elle peut se servir uniquement de son bras gauche. Donc, le matériel qui est choisi par les apprenants, c'est un drap de rehaussement qui permet en fait de limiter les forces de frottement pour rehausser, et la poignée de traction qui est au niveau du lit.
Donc, ils vont expérimenter différentes solutions. Tout d'abord, drap de rehaussement, poignée de traction, ils s'aperçoivent que ce n'est pas efficace. La patiente manque de force avec un seul bras. Donc, ils décident de demander à la personne de faire des mouvements de reptation avec les épaules. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne, elle va de droite à gauche. Donc, ça ne fonctionne pas. Ils décident de retirer le drap de rehaussement en limitant, en fait, les outils poignée de traction, mouvement de reptation. Et là, ça ne marche vraiment pas. Donc, ils se disent, bon, ben, dans ces cas-là, drap de rehaussement et traction de la personne avec son bras valide sur la barrière du lit. Et ça fonctionne, mais ils s'aperçoivent qu'en fonction de la position de la main sur la barrière, le résultat est différent. Néanmoins, bien qu'ils aient trouvé une solution, ils continuent d'explorer cet espace et ils décident de simplement utiliser la traction sur la barre. Ils s'aperçoivent sur la barrière, ils s'aperçoivent que ça ne fonctionne pas. Donc ils reviennent à la solution antérieure qui est validée par le groupe et qui est donc présentée, qu'ils choisissent de présenter pour le rejeu. Et donc on s'aperçoit que la conception itérative et collective du scénario permet une construction et une exploration fine de cet espace problème et que la diversité des solutions éprouvées permet de trouver une solution qui sera validée pour le rejeu. Très rapidement, je vais vous donner un exemple de rejeu. C'est une nouvelle occasion d'explorer l'espace problème. Et là, la patiente, c'est une patiente hémiplégique à gauche qui est hospitalisée pour un problème cardiaque et que l'équipe va retrouver assise sur le sol à côté de son lit. La solution, c'est d'utiliser le lève-personne puisque cette personne a des capacités limitées pour la remettre dans son lit. Donc, la limitation des capacités physiques du fait de son hémiplégie, mais elle est également perfusée au niveau du pli du coude du bras droit. Et l'espace de la pièce est restreint puisqu'on est avec un lève-personne dans une chambre double. Donc, au moment du rejeu, donc devant le public, pour valider, pour montrer la super solution qui avait été trouvée par le groupe, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où la personne est soulevée, la patiente est soulevée, il soulève le fauteuil en même temps, ce qui n'était pas prévu du tout, ce qui n'avait pas été anticipé. Et là, ça a été panique à bord. Bon, on redescend, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont complètement perdus. À force d'essayer de tester sans avoir vraiment analysé le problème et comprendre ce qui se passait, ils ont fini par décharger la batterie du lève-personne. Et manque de chance, la batterie de secours était HS. Donc là, c'était grande difficulté. Oh punaise, on se fait avoir par notre propre scénario. Donc il a fallu l'intervention de la formatrice. Ce qui a permis de montrer que les variations non anticipées permettent de réinterroger l'espace problème et d'explorer différents modes de raisonnement, d'aller plus loin en fait dans cette exploration. Et ce n'est pas un échec, c'est simplement une façon différente de trouver d'autres solutions pour inclure en fait de nouveaux éléments, des aléas. Donc, les résultats, la conception participative. Alors, les apprenants sont capables de produire des scénarios intéressants et réalistes, subjectivement pertinents, d'une complexité traitable, cohérents par rapport aux objectifs du soin de manutention raisonné. La conception des scénarios par les apprenants passe par une activité de simulation mentale et en acte pour construire une histoire. Elle permet les débats entre pairs. Ils vont débattre des alternatives, des points de vue de chacun, ce qui est loin de la définition de la bonne pratique. Et cette conception favorise l'analyse de la situation par une exploration fine de l'espace problème. Concernant la phase de rejeu, les variations non anticipées amènent à une nouvelle construction de l'espace problème et à une diversité de solutions qui peuvent être débattues pendant la phase de débriefing. Donc c'est une démonstration, à mon sens, en faveur de l'inadéquation des formations de type gestes et postures ou des formations qui apportent une pratique bien cadrée. Donc la démarche SMR demande d'inhiber certaines routines, certains automatismes, ce qui est coûteux au départ, pour construire de nouvelles façons de faire par rapport à un mode d'évaluation de la situation, des arbitrages entre différents critères, en intégrant les apports de la formation. Elle ouvre sur la question des arbitrages qu'on ne peut pas réduire à un simple coût, même si dans le réel, on ne peut pas nier ce coût.
La résultante des arbitrages est propre à chacun. Elle est en lien avec l'état personnel, avec les expériences, les connaissances, avec l'organisation, avec les relations au sein de l'équipe. La démarche encourage un processus de raisonnement par le cheminement dans l'espace problème, et l'apprenant construit véritablement un soin qui est tout à fait singulier. En osant se dédouaner de règles sclérosantes, de pratiques délétères, en discutant la question des arbitrages en situation, et la question de « je n'ai pas le temps », elle est largement débattue pendant les débriefings, elle est vraiment au centre des débats. Et en fait, ce qui, pour moi, est le plus important, c'est qu'elle redonne du sens au travail, à l'opposé des approches qui associent systématiquement manutention de personnes et portée ou portage. Dans le SMR, on ne parle pas de portage, on parle de soins avant tout, et c'est une histoire de soignant pour moi. Voilà, je vous remercie.